Alors, je vais commencer par la citation pour ouvrir un peu nos chakras en cette matinée, une citation de Baptiste Morisot, un philosophe français, qui disait « Il ne s'agit pas seulement de faire converger fin du mois et fin du monde, mais bien de précipiter la fin du mois pour activer la fin de l'immonde et d'ouvrir ainsi à une fin du monde, une soif de s'y inscrire en complice, en tisseur et en convive. » Ça me paraissait essentiel d'ouvrir là-dessus parce que sur ces débats, sur l'entreprise engagée, la transition énergétique, on fait face à beaucoup de discours idéologiques qui finalement, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Parce que tout l'enjeu, c'est juste de se demander comment est-ce que, en tant qu'être humain, dans nos entreprises ou dans n'importe quelle institution, on agit en complicité avec la planète et avec les humains. On va passer maintenant à un sujet un petit peu plus technique, c'est parti. Pour nous, la relance post-Covid est une opportunité unique. C'est une opportunité unique de reconstruire notre économie. Les 100 milliards d'euros d'argent public qui vont être disponibles, pour nous, ils doivent agir et être utilisés dans le cadre du chemin vers la transition. Parce qu'aujourd'hui, quels montants ont réellement été investis dans cette transition? L'accord de Paris en 2015 avait pour objectif d'aligner l'ensemble de nos stratégies avec un réchauffement à 2 degrés. Et qu'en est-il? Pour quels résultats? En France, en 2019, c'est 63,9 milliards de dividendes qui ont été versés. C'est un record historique. Et la part des investissements dans la transition énergétique s'élève au niveau mondial à 0,9% du PIB mondial. Ce n'est quasiment rien et 4% des investissements mondiaux selon un rapport de l'Assemblée nationale. C'est même pas moi qui le dis. Et à côté de ça, en France, on a essayé de ces dernières années de construire un modèle d'investissement socialement responsable, pertinent, où on intègre du coup ces enjeux de transition dans les modèles des entreprises. Et aujourd'hui, qui est présumé pour conseiller la Commission européenne sur la finance verte? C'est BlackRock. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'en France, on arrive à bâtir un modèle de souveraineté durable. Bonjour, donc, je suis Eva Seddoun, la coprésidente du mouvement des entrepreneurs sociaux et j'ai fondé une entreprise dans l'investissement responsable. Et l'idée de ce débat ce matin est de montrer justement comment la démarche d'impact peut être holistique, comment on peut reconstruire un monde social et écologique. On parlait avec la vice-présidence du MEDEF il y a 2 jours lors de leurs universités d'été et ils nous disaient pour partager, il faut d'abord créer de la valeur. Et c'est là que se structure vraiment une ligne de fracture. Non, on pense que c'est en partageant et en intégrant des enjeux de transition qu'on créera de la valeur. Bon, pardon, je suis un peu émue. Du coup, pour commencer ce débat, je vais exposer les propositions du collectif Nous sommes demain, qui du coup a travaillé ces derniers mois à structurer un plan de relance qui nous paraît être un plan de relance central, avec l'ensemble des 400 000 entreprises, des différents mouvements qu'on représente. Donc la première proposition qu'on va présenter et qu'on attend du coup aussi qu'elle soit challengée par nos intervenants est la création d'un fonds d'investissement long terme en fonds propres pour la transition sociale et écologique dans les filières stratégiques. Parce qu'on sait qu'un dirigeant est sous la pression de ses actionnaires et si l'État n'incite pas ses dirigeants à avoir des fonds long terme et des fonds patients, ce sera compliqué pour eux de faire réellement leur transition. Le deuxième critère, c'est d'intégrer des critères d'impact social et écologique décisifs dans l'attribution du plan de relance et dans les marchés publics. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est l'éco-conditionnalité. On pense qu'elle est essentielle pour pouvoir inciter les entreprises à aller dans le sens de la transition. Et on pense que les marchés publics, au-delà du fait d'avoir des appels d'offres divisés pour permettre à plus de PME d'y recourir, doivent y intégrer des critères socio-écologiques. Si l'État ne démontre pas de ses achats responsables, les entreprises ne le feront pas. La troisième proposition, c'est d'instaurer un bonus-malus social et écologique assis sur des critères transparents et applicables à toutes les entreprises. Pour nous, la fiscalité avantageuse, s'aligner avec les autres pays, c'est bien, mais si on veut vraiment défendre un modèle de souveraineté, on doit utiliser ce moment où on peut travailler sur la fiscalité pour inciter les entreprises à plus de transition sociale et écologique. Et la dernière proposition, je ne me retrouve plus dans mes feuilles. Eh bien, je vais m'en souvenir. Eh bien, elle est là. Faire de l'impact score un indicateur transparent sous le modèle du Nutri-Score, qui permettrait en fait de donner de la transparence sur des indicateurs concrets, les indicateurs de l'impact score qu'on vous a présentés tout à l'heure, qui permettra derrière d'avoir une visibilité sur
dans quelles entreprises on veut investir. Aujourd'hui, pour un consommateur, c'est impossible de savoir si l'entreprise à laquelle il achète des produits est responsable, répartit sa valeur, investit dans la transition. C'est impossible pour un investisseur de s'y retrouver. Et c'est impossible pour les pouvoirs publics aujourd'hui de savoir quelles sont les entreprises à valoriser pour défendre un modèle d'intérêt général. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour répondre à cette problématique 5 intervenants vraiment de choc qui nous permettront de répondre à cette problématique. Donc je commence par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Je suis ravie d'accueillir Claire Vaizan, la directrice générale de Engie, Aymeric Oudin, le président du Centre des jeunes dirigeants, Fabienne Dulac, la dirigeante de Orange France, et Gaël Giraud, économiste de renom sur ces sujets de reconstruction sociale et écologique. Donc, je vais démarrer à présent avec un premier échange autour de cette reconstruction sociale et écologique. Gaël Giraud, vous pouvez tous enlever vos masques, c'est autorisé sur scène. Moi, je peux pas. Hein. Ah, vous pouvez pas. Bah écoutez, ça marche, pas de problème. Du coup, Gaël Giraud, on parle de reconstruction sociale et écologique. En tant qu'économiste, quel constat faites-vous, notamment après la période qu'on a vécue? Moi, je ferai un constat en 3 points. Le premier, c'est de dire que du fait du confinement, nous allons réduire nos émissions de gaz à effet de serre cette année de moins 8, moins 9% en France. Ce qui est ce que nous devrions faire chaque année si nous voulions maintenir l'objectif des plus 1,5 degrés d'augmentation de la température à la surface de la planète à la fin du siècle. Alors, il y a 2 aspects, il y a 2 versants, comme dans une pièce de monnaie. Le côté pile qui est positif, c'est que nous avons fait, volens nolens, la démonstration du fait qu'on est capable de faire des trucs incroyables et en fait de réduire nos émissions. Donc ce qui, à 4 mois, semblait absolument impossible, en fait, on l'a fait. Donc en réalité, il y a un chemin. La question, c'est il faut l'imaginer, le concevoir et le mettre en œuvre volontairement et non pas le subir à cause d'un virus, mais il y a un chemin pour réduire nos émissions. Le côté négatif, c'est que, par ailleurs, à moins qu'on ait de nouveau des pandémies chaque année du même type, très probablement, si on continue sur la trajectoire du business as usual qui était la nôtre jusqu'en février dernier, on atteint les plus de degrés très vraisemblablement dans la deuxième moitié de ce siècle, peu de temps après 2050. Il n'y a plus aucun modèle de simulation macroéconomique, climatique qui nous permet de rester en dessous du seuil des 2 degrés sur lequel nous nous sommes engagés en 2015. Donc c'est à la fois un formidable défi et la preuve qu'on est capable de relever ce défi et en même temps un investissement extrêmement fort. C'est-à-dire si on continue de ne rien faire, ce qui en gros quand même globalement est le cas jusqu'en février dernier, on va dans le mur à la fin du siècle. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la grande conjoncture macroéconomique globale mondiale est complètement bouleversée depuis plusieurs années et est à la fois de nouveau une opportunité extraordinaire pour l'industrie française et un facteur de risque colossal. Le schéma qui a prévalu dans les années 90 et en gros jusqu'en 2009, qui était, pour simplifier à grands traits, la Chine est l'usine du monde, accumule quelque chose comme 2 000, 3 000 milliards d'excédents commerciaux avec l'Occident, qu'elle recycle dans la sphère financière en investissant notamment dans la dette publique américaine, à la fois à la City et à Wall Street, ce cycle-là est brisé depuis 2009 à cause de la crise des subprimes. Pékin a décidé d'investir de nouveau sur son marché domestique, de laisser les salaires filer sur la côte Est et de produire pour le bassin chinois et sud-est asiatique. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. Donc la Chine n'est plus le grand atelier qui va nous alimenter dans les gadgets qui enchantent notre existence quotidienne. Ce qui pose une question à plusieurs milliers de milliards pour l'ensemble de la planète, c'est qui sera la prochaine usine du monde? Alors, un certain nombre de mes collègues disent l'Afrique. J'ai quelques doutes, même si je souhaite évidemment que l'Afrique s'industrialise à très grande vitesse. Et donc la question que je nous pose, c'est qu'attendons-nous pour réindustrialiser la France? L'industrie aujourd'hui, c'est 12% du PIB français, au même niveau qu'en Italie et en Angleterre, ce qui est ridicule. Nous sommes une vraie nation industrielle, nous sommes capables de nous réindustrialiser, ce qui suppose d'inventer une industrie low-tech, une industrie verte, l'industrie de demain. Ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est si nous ne faisons rien, nous sommes engagés sur une trajectoire macroéconomique et celle du Japon, qui est la déflation, par l'excès de dette. Tous les indicateurs macroéconomiques vont dans ce sens, malheureusement. Plus d'inflation, plus de croissance, beaucoup de dettes et une vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un euro change de main dans une année, qui descend doucement et qui est le signe, disons le symptôme, d'une paralysie croissante de l'économie. C'est-à-dire que tout le monde voit que les prix n'augmentent plus, les salaires n'augmentent plus, tout le monde se dit il n'y a pas de raison d'investir, j'attendrai demain, ça coûtera moins cher. Il
n'y a pas de raison d'acheter mon appartement, j'attendrai demain, ça coûtera moins cher. Et malheureusement, cette prophétie devient autoréalisatrice au fur et à mesure que tout le monde la met en œuvre. Ce qui se passe au Japon depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que le Japon patauge dans la déflation et n'arrive pas à s'en sortir. Donc il y a un enjeu colossal pour nous qui est de sortir de cette trappe-là, de ce piège-là, en tout cas de ne surtout pas courir le risque d'y tomber. Et de nouveau, la reconstruction écologique, la réindustrialisation verte de notre pays, c'est une vraie opportunité pour sortir de ça. Merci. Comment vous, en tant que dirigeant d'entreprise, Claire Vaison, vous vivez cette reconstruction sociale et écologique au quotidien ? D'abord, bonjour à tous et je pense que comme les autres participants du panel, je suis très heureuse d'être là. J'espère que ce n'est pas le masque qui fait l'arsène. Alors, je pense que Gaël Giraud a dit quelque chose. Il y a un Larsen qui est peut-être dû à 2 micros allumés, non ? Bon. Gaël Giraud donc, a dit quelque chose qui était très, très important, qui est qu'on doit pouvoir concilier croissance et transition énergétique. Et ça, je crois que c'est une conviction qu'on partage. Fin du monde, fin du mois, oui, on peut réconcilier les deux. Aujourd'hui, pour être efficace, une entreprise doit être inscrite dans la transition énergétique, la transition écologique, sinon son modèle de développement n'est pas soutenable. Alors, je peux parler d'une entreprise qui est la mienne, Engie. Pour ceux qui sont nés avant les années 2000, c'était avant Gaz de France, puis GDF Suez. D'accord ? Donc c'est une entreprise dont l'ADN de base est un ADN gazier. Et le gaz continue à représenter une part importante des activités. Mais c'est devenu une entreprise qui, il y a quelques années, a fait le virage de la transition énergétique. Aujourd'hui, Engie, c'est de l'ordre de 30% de sa production d'énergie qui est sous forme d'énergie renouvelable, et ce sera 2 fois plus à horizon 2030. On est par exemple leader en termes de développement en France de l'éolien onshore et du photovoltaïque. Donc l'entreprise a fait une transition extrêmement forte, à la fois dans la production et la distribution d'énergie de plus en plus verte, et aussi dans des services pour les entreprises, pour les collectivités, pour leur permettre de verdir leur trajectoire et de décroître leur empreinte carbone. Et ça, c'est un modèle de croissance qui marche, et c'est un modèle de croissance qui est indispensable, parce que ce que disait Gaël Giraud était très vrai. On ne peut pas compter uniquement sur les pandémies pour réussir à diminuer notre empreinte carbone. Or, on sait tous aujourd'hui que pour réussir à être compatible avec les cibles de degrés, les cibles de réchauffement, il faut faire 2 choses. Il faut à la fois baisser la consommation énergétique de l'ordre d'un tiers. Ça ne veut pas dire de la décroissance, mais ça veut dire consommer mieux, consommer de manière plus intelligente. C'est une première nécessité. Et puis la deuxième nécessité, c'est qu'il faut que les énergies soient de plus en plus vertes, qu'on aille vers des énergies décarbonées. Donc nous, comme entreprise, c'est absolument ce qu'on fait sur les 2 jambes, de l'efficacité énergétique pour l'ensemble des acteurs économiques d'un côté, et de la production d'énergie de plus en plus verte. Et je crois que c'est le meilleur intérêt global, c'est aussi le meilleur intérêt de l'entreprise, de ses actionnaires. Et je crois que c'est ça qui doit aujourd'hui progresser dans l'ensemble des mentalités. Vous êtes tous des acteurs de l'économie sociale solidaire, vous êtes tous extrêmement engagés. Et une part importante de cette réflexion et de ces moteurs, mais je pense qu'il faut que cette diffusion de cette conviction qu'un modèle de croissance soutenable, c'est un modèle de croissance inscrit dans la transition énergétique, ça doit devenir absolument mainstream. Je crois que ça le devient de plus en plus et que, quelque part, cette crise du Covid permet de s'en rendre compte. Madame Dulac, vous, comment est-ce que vous vivez cette reconstruction sociale et écologique chez Orange ? Alors, je voudrais peut-être juste revenir sur un point, c'est qu'effectivement, on vit une période qui est quand même totalement inédite. Pour tout le monde, je crois que personne n'avait prévu ce qu'on vit. Et donc, moi, j'essaye de la vivre avec l'ensemble de mes équipes, avec à la fois une double dynamique, beaucoup d'ambition et en même temps beaucoup d'humilité. Parce qu'on est en train aussi de tester de nouvelles approches et une nouvelle façon de travailler, mais aussi une nouvelle façon peut-être de concevoir le monde de demain. Il faut être honnête, la crise que l'on vit, elle ne touche pas l'économie de la même façon. Il y a des entreprises qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres. Moi, j'ai la chance d'être une entreprise de télécommunications qui a été beaucoup moins impactée, évidemment, que d'autres économies. Et je pense qu'il faut le voir, pour moi, comme une opportunité. Et une opportunité, cette fois-ci, d'accélérer. On a, nous, 3 enjeux. Un, d'abord, de transformer l'entreprise et de se servir, au final,
de ce que nous avons appris de cette crise pour accélérer la transformation. Une transformation notamment basée évidemment sur une maîtrise de l'empreinte environnementale, j'y reviendrai. Une deuxième qui est d'accompagner l'économie. Le digital est au cœur de la révolution que l'on voit, puisque au final, quand nous sommes retrouvés en période de confinement et sortis de crise, qu'est-ce qui a explosé ? C'est le digital d'une certaine façon pour pouvoir travailler à distance, travailler différemment et aussi travailler mieux, mais aussi travailler avec une consommation énergétique maîtrisée. Donc on a cet enjeu-là. Et puis on a un enjeu aussi qui est de comprendre que globalement, nous ne pourrons pas développer ce digital et cette révolution numérique de demain comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille à se dire que l'empreinte environnementale, évidemment, du digital a un poids, un prix, et qu'il faut absolument le contraindre. On a pris un engagement qui est d'avoir une empreinte carbone neutre en 2040. Ça va faire déjà 10 ans qu'on y travaille. On commence à peine à avoir des résultats. C'est du long terme. Donc, reprendre la construction d'aujourd'hui dans un monde qui se reconstruit, c'est aussi réconcilier des décisions que l'on prend aujourd'hui pour du moyen long terme. Et c'est ça pour moi la vraie difficulté que l'on a, c'est qu'au final, nous sommes sous une forme de contrainte qui est la reprise économique, et une reprise économique qui va amener les dirigeants à prendre des décisions à court terme, alors que les décisions que nous prenons à court terme vont avoir un impact à long terme. D'où le fait que je reviens à mon point initial, qui est que les entreprises qui sont plutôt préservés par la crise doivent servir, et moi je le dis, de rôle modèle dans la prise de risque, de prendre des décisions à court terme qui auront des impacts à long terme qui sont vertueux. C'est plus compliqué, mais de toute façon, je pense, comme Claire l'a dit et comme Gaëlle l'a dit, nous n'avons pas le choix. Parce que nos parties prenantes autour de nous, que ce soit nos salariés, que ce soit nos clients, que ce soit même demain, s'ils sont un petit peu en retard aujourd'hui dans la dynamique, le monde des analystes et des investisseurs, le monde associatif, les parties prenantes qui aujourd'hui ont plus que jamais quand même la main sur l'histoire d'une entreprise, beaucoup plus que par le passé, ne serait-ce que grâce à l'aide des réseaux sociaux, sont aussi des leviers qui doivent nous aider. Et je pense qu'on reviendra sur le comment après, mais ce sont des leviers qui viendront au-delà de la contrainte qu'il faut parfois avoir, parce qu'évidemment qu'il faut se fixer des objectifs avec des formes de contraintes, sinon la transformation, elle se fait à un rythme sans doute trop lent. Tout à fait, merci. Madame la ministre, comment est-ce que vous avez perçu la réaction des entreprises face à la crise? Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'enjeu de transition écologique soit une question centrale pour l'entreprise, et comment est-ce que vous souhaitez travailler à ce que ce soit beaucoup plus aligné avec les enjeux de la transition et avec la stratégie 2 degrés? Petit aparté, quand on voit qu'on signe effectivement les accords de Paris en 2015, mais que Total n'aligne toujours pas sa stratégie avec un scénario 2 degrés en 2020, comment on fait en tant que politique pour pouvoir s'assurer que l'entreprise change? Alors d'abord, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis bien contente d'être là, surtout que j'étais à la REF hier, et donc je trouve que tout ça est très complémentaire. En tant qu'écologiste, moi, ça fait 20 ans que je me bats pour que les choses avancent sur le sujet. Et ce que j'ai pu constater, c'est que on n'y arrive pas si on n'emmène pas tout le monde, et si tout le monde n'est pas conscient du problème. Cette évolution de la conscience du problème, elle a commencé à s'accélérer, j'ai trouvé, dans on va dire les 5 dernières années. On sent qu'il y a eu une prise de conscience qui a commencé à se faire sentir, et notamment par le bas, comme souvent d'ailleurs, par la base, par la population. Et comme d'habitude, les politiques et même les entreprises, alors que les entreprises sont supposées être visionnaires, elles sont supposées aller plus vite que les autres, la majorité des entreprises, à quelques exceptions près, prenaient du temps à prendre le virage. Et la crise a eu ceci de positif, parce qu'il faut essayer d'en tirer du positif, a eu ceci de positif qu'elle a donné une grande claque à tout le monde. Je crois qu'on a pris dans la figure qu'on était fragile. Qu'on était fragile, que notre économie était fragile, que la France s'en sortait pas si mal quand même, il faut aussi voir par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais que si on ne réagissait pas vite, on risquait des gros problèmes. Et tant mieux, parce que mon souci, c'est que des politiques ont été mises en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu effectivement les accords de Paris, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu beaucoup de choses déjà, mais on avait un petit problème de rythme. C'est-à-dire que, oui, on met un petit peu de vert dans nos bilans, on fait un peu de RSE, on fait tout ça, mais on avait un problème d'adéquation entre
l'urgence à agir et la réalité du mouvement et une forme d'inertie, que ce soit politique, mais aussi des entreprises qui n'allaient pas assez vite. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on est à un moment un peu charnière où les planètes sont un peu alignées. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il fallait y aller et tout le monde a envie de le faire. Donc maintenant, il faut réussir à faire en sorte que de cette envie, de cette dynamique, on puisse arriver à du concret. Pour arriver à du concret, chacun doit jouer son rôle. Les entreprises doivent jouer leur rôle, les investisseurs de tout type doivent jouer leur rôle, y compris les banques, et l'État doit jouer son rôle. On s'est dit que le moment était venu de booster la transition économique et donc la transition écologique. Tout à l'heure, vous parlez des pièces. Voilà, je l'ai dit hier et je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'économie, l'écologie, c'est deux faces d'une même pièce. Si l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et les entreprises qui ne prennent pas le tournant de la transition écologique sont des entreprises qui, en fait, ne voient pas l'enjeu de l'avenir et donc vont se planter. Donc l'intérêt d'une entreprise aujourd'hui, si elle veut croître, si elle veut faire des profits, si elle veut créer de l'emploi, etc., durable, il faut qu'elle se tourne vers la transition écologique. Pour ça, ça demande un certain nombre de choses, et notamment ça demande de l'investissement. Ça ne se fait pas tout seul. Et donc nous, ce qu'on veut faire à travers le plan de relance, alors je ne vais pas vous donner des annonces scoop aujourd'hui, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais l'état d'esprit, tout le monde l'a bien compris. Le plan de relance a pour vocation non seulement à affronter la crise aujourd'hui, donc il faut aussi sortir ceux qui sont dans l'ornière. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a des entreprises et il y a des secteurs entiers qui sont en difficulté aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est évidemment de les aider, mais ne pas se tromper. Le plan de relance, il n'est pas là que pour ça. Ce n'est pas un truc conjoncturel qu'on fait pour résoudre le problème. C'est vraiment le point de départ de l'entrée dans le monde de demain. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur un certain nombre de filières pour que ces filières qui seront des filières moteurs de la transition énergétique se développent. Par exemple, la filière du stockage de l'énergie, la filière du bâtiment qui, alors là, a une opportunité de nous aider à atteindre nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, des filières d'énergie renouvelable, par exemple, mais aussi dans toutes les autres entreprises, les aider à se décarboner, c'est-à-dire à baisser dans leur process tout ce qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure à côté où on parlait des questions de compensation. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais les questions de compensation, c'est très intéressant. C'est vrai que quand on pollue toujours un peu, on émet toujours un peu, il faut essayer de trouver des moyens de compenser nos émissions de gaz à effet de serre ou nos atteintes à la biodiversité. Je vous rappelle que les deux sont liés, ne l'oublions jamais. Oui, très bien. Sauf que si on continue business as usual, et puis juste à côté, on dit, bon, bah, je vais compenser, je vais planter 3 arbres. Non, c'est pas ça le sujet. Là, il faut vraiment revoir complètement nos manières de fonctionner en essayant de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Et aussi un autre point, penser la résilience. Ça, c'est un autre sujet très important. On l'a vu cette année, par exemple, avec les sécheresses. Notre mission, elle est double. Baisser notre impact pour limiter le réchauffement, mais aussi faire face aux effets du réchauffement tels qu'ils sont actuellement. Si dans le bâtiment, on construit avec des matériaux qui ne résistent pas à des sécheresses, ça ne sert à rien. Si les agriculteurs continuent à faire les mêmes cultures alors que les cultures d'aujourd'hui ne sont plus adaptées aux températures, à la pluviométrie, etc., ça ne marchera pas. Et les réseaux, par exemple, de gaz ou d'électricité doivent aussi, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être pensé. Nous, l'idée, c'est de donner une impulsion en donnant des moyens, et en donnant des moyens massifs, puisqu'on va mettre 30 milliards sur la transition écologique, mais évidemment, le reste des 100 milliards sera aussi en aide, puisqu'il y aura des aides, par exemple, pour le travail des jeunes, etc., qui vont accompagner ça. Et puis aussi, mettre en place une réglementation, on parlera peut-être de l'éco-conditionnalité, par exemple, mais qui permette aussi qu'on parte dans la bonne direction. Nous, on donne une impulsion, des sous, le cadre. Après, c'est aux entreprises d'y aller. Mais du coup, c'est effectivement ce que défend le collectif Nous sommes demain, de dire que le risque à avoir de l'investissement
en partie du plan de relance qui soit dédié à la transition, ça limite la transition écologique à une filière ou un programme d'une entreprise globale. Êtes-vous prête à soutenir la proposition selon laquelle il devrait y avoir, bon là c'est le top pour nous, mais une éco-conditionnalité sur l'ensemble du plan de relance et, à minima, de la transparence sur les indicateurs, notamment de l'impact score, donc de transition écologique et sociale, que l'ensemble des 400 000 entreprises ont travaillé à définir. Oui, alors j'ai regardé votre impact score, je le trouve très intéressant parce qu'il se fonde sur ce qu'on appelle les ODD, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais sur les objectifs de développement durable qui, dont une partie sont reprises dans votre impact score sur les écarts de salaire, sur l'égalité homme-femme, etc., etc. Donc c'est pour moi un outil qu'on va regarder de très près et qui peut être utilisé. Et puis sur la question de l'éco-conditionnalité, là, le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème, encore une fois, d'application des règles, de ce qu'on s'est déjà donné. On a la SNBC aujourd'hui, on a la stratégie nationale bas carbone, on a des entreprises qui sont supposées, déjà, pas toutes, mais qui sont supposées donner leur trajectoire, mais on n'est pas allé au bout, comme souvent. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, là, c'est qu'on travaille avec Bercy pour qu'on soit tous sur des règles communes, qu'on puisse identifier, qu'on puisse certifier, sur lesquels il puisse y avoir un contrôle et qui permettent de savoir de quoi on parle tous ensemble. Parce que sinon, chacun définit un peu ses propres règles. On est sur la bonne foi et la bonne volonté des uns et des autres, et je n'ai aucun doute sur la bonne foi et la bonne volonté des uns et des autres. Mais par contre, on a souvent besoin d'être challengé, ça c'est notre rôle. Et on a vu lors du PLF, du budget rectificatif, quand on a fait des aides à l'aéronautique, etc., que cette question s'est posée. Et que moi, j'ai essayé de pousser pour qu'il y ait au moins une obligation de déclaration et de transparence qu'on a réussi à mettre dans la loi, mais on n'a pas pu aller plus loin. Donc là, maintenant que je suis là où je suis, je peux vous dire que je vais pousser pour qu'on arrive à un système de certification clair. On peut applaudir ça, je pense. Bon, on a posé le contexte. Les politiques vont nous soutenir pour accompagner les entreprises à se transformer. Maintenant, comment vont-elles faire pour se transformer ? Aymeric Oudin, vous dirigez le Centre des jeunes dirigeants. Quand nous étions au MEDEF, on nous disait « mais votre truc, c'est impossible pour les PME ». Est-ce vraiment impossible pour les PME de faire leur transition aujourd'hui ? Merci Eva. Bonjour à tous. C'est pas est-ce que c'est possible ou pas, c'est que pour moi, il n'y a pas d'alternative. Les propositions que tu présentais tout à l'heure me paraissent, ça me paraît même dingue que ce ne soit pas déjà en place, à vrai dire. Je ne m'associe pas complètement à tous les propos qui ont été tenus, notamment sur la capacité de l'ensemble des entreprises aujourd'hui à conscientiser le fait que l'environnement soit une prédominante, soit considéré comme étant a priori quelque chose qui doit rentrer dans les business models. Il y a encore beaucoup d'entreprises que l'on voit autour de nous qui ont comme motivation tous les matins, et on ne peut pas leur en vouloir, mais la performance économique. L'impact de leurs pratiques sur l'environnement n'est selon moi pas suffisamment encore pris en compte. C'est tout l'intérêt de l'impact score qu'on voit ici. Et là où j'attire l'attention de l'ensemble des acteurs, que ce soit les grands groupes, que ce soit le gouvernement, c'est sur leur responsabilisation de leurs achats. Et sur le fait de dire que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai créé des emplois grâce à l'évolution de mon business model, et grâce à du chiffre d'affaires durable en tous les cas, plutôt que par rapport à des aides. Les aides ne m'ont jamais fait créer d'emploi. Ce qui crée un emploi durable, c'est la capacité à faire rentrer du chiffre d'affaires et rentrer de l'activité. Et j'attire l'attention, moi, aujourd'hui, de tous les acheteurs publics et tous les grands groupes sur le fait que plus leurs achats seront orientés vers des entreprises responsables, plus nous aurons un impact positif sur l'environnement et sur le fait de montrer l'exemple. Et s'il y a des marchés qui ne sont laissés en accès uniquement à des entreprises qui prouvent leur responsabilité, leur impact positif sur l'environnement, nous arriverons à faire la transition écologique et associer la transition économique également dans nos entreprises. Et les PME et les TPE sont bien sûr prêtes. Au CJD, nous sommes prêts depuis longtemps, nous réfléchissons sur nos nouveaux modèles économiques. Et on peut se poser la question, voilà, si le modèle économique de Orange reste celui de dire que la 5G demain va arriver, mais va impliquer le fait de changer l'ensemble de nos appareils téléphoniques, je suis préoccupé par le fait de connaître l'impact sur l'environnement et de savoir si vraiment c'est une priorité.
Si demain l'enjeu, je ne suis pas provoquant, mais je profite que vous soyez là autour de la table, si demain l'enjeu d'Engie, c'est d'arriver à faire de la méthanisation et donc d'arriver à faire en sorte de cultiver des terres qui sont a priori orientées pour faire de l'alimentation, mais qui vont être orientées pour faire un peu plus d'énergie, je ne suis pas sûr que l'impact soit hyper positif sur notre environnement. Et si c'est pour avoir de la 5G demain et ne plus pouvoir sortir de chez moi parce qu'il fait trop chaud, ça ne m'intéresse pas. Néanmoins, on ne peut pas reprocher ni à Orange, on ne peut ni reprocher à Orange ni à Engie de mettre en œuvre, parce que leur raison d'être, c'est de faire en sorte d'asseoir leur business model. Et c'est bien là que nous devons réfléchir, et que nous réfléchissons au CJD en particulier, et avec le MOVE, et avec l'ensemble de nos associations ici, pour changer bel et bien nos business models. Et bien se rendre compte que l'économie est une artificialisation de la vie, pour faire un petit peu de philosophie. L'économie doit être au service de la vie, et l'économie est au service de l'homme, en tous les cas, au CJD, l'homme avec un grand H, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Ça inverse mes questions, mais c'est pas grave, parce que je pense que c'est intéressant d'y répondre, vous, en tant que dirigeante, et je suis ravie d'avoir 2 dirigeantes aujourd'hui. En tant que dirigeante, comment est-ce que vous vivez ce genre de décision stratégique, le tournant de la 5G, le tournant de la méthanisation? Je vais peut-être commencer sur la 5G. Le sujet de la 5G, il est très intéressant, il l'est pour nous aussi, parce qu'au final, il est assez illustratif du débat d'aujourd'hui. Chaque fois qu'on a changé de technologie, il y a eu de toute façon des questionnements. Ça a été le cas lors de la 3G, la 4G, et il y a des interrogations autour de 3 axes. 1, la santé sur les ondes. 2, l'empreinte environnementale. Et 3, et c'est ça peut-être le sujet qui est un peu plus nouveau, celui du choix de société, dans quel monde j'ai envie de vivre. Et au final, derrière, ça pose la question de l'innovation. L'innovation est-elle source de progrès ou pas? Et là, aujourd'hui, dans la 5G, on a le sentiment que la 5G n'est pas source de progrès. Moi, ce que je voudrais juste peut-être dire 2 choses. C'est d'abord, les opérateurs, ils n'ont pas pour objectif de développer des réseaux pour se faire plaisir. Moi, ce n'est pas du tout mon intérêt. D'abord, je ne suis pas ingénieur, je le rappelle, je suis sociologue de formation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à des enjeux de société. Si on déploie la 4G, si on déploie la 5G, c'est parce qu'on pense que nous en aurons besoin. Mais très honnêtement, quand vous êtes un opérateur de télécom, que vous mettez 3,4 milliards d'euros par an d'investissement, et que globalement, vous avez un cours de bourse qui s'effondre d'année en année parce qu'au final, les télécoms ne sont plus perçus comme un centre de valeur, mais comme une commodité, on n'a pas pour intérêt de développer des réseaux pour des réseaux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc là où je suis tout à fait d'accord avec Aymeric, c'est qu'on ne peut pas déployer la 5G aujourd'hui, et moi je le dis, tant qu'on n'a pas eu un débat autour de ces 3 axes, santé. Et là, ce sont les autorités sanitaires qui doivent se positionner, comme ça a été le cas en Europe où 14 autorités sanitaires se sont positionnées. Il faut que les autorités sanitaires françaises se positionnent. Sur l'environnement, je vais y revenir, et sur le choix de vie, choix de société. Sur l'environnement, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que, bien sûr, que lorsqu'un opérateur comme Orange annonce qu'on veut aller chercher une empreinte neutralité carbone, c'est un travail de longue haleine que nous avons déjà commencé et qui se fait partout. Nos data centers, je vais juste vous donner 2-3 exemples. On avait 17 data centers, on n'en aura plus que 3 à la fin. Les 3 data centers qu'on est en train de construire, on en a déjà 2, ils consomment 30% de moins qu'avant d'énergie et ils émettent 30% de moins qu'avant. Les box d'aujourd'hui consomment 30% de moins d'énergie et émettent beaucoup moins de CO2. C'est toute la transformation dont vous parliez, Madame la Ministre, dont on parlait, qui est qu'on doit la prendre et qu'on doit la prendre. Et c'est ça qui est compliqué pour une entreprise. C'est pas la prendre en fin de course, c'est pas mettre une étiquette sur un truc, voilà, c'est plus vert. Nous, ça se prend au démarrage, sur les offres, sur les box, sur le plastique qu'on achète, sur les antennes qu'on va déployer. Et effectivement, on sait très bien que la 5G va consommer plus. Pourquoi elle va consommer plus? Parce que nous consommons plus. Parce que les usagers consomment plus. Donc le challenge que l'on a, c'est de dire que 1 gigaoctet que vous consommez en regardant votre Internet, votre messagerie, etc., elle doit consommer 10 fois moins pour qu'en 2025, en 2030, la 5G consomme moins et émette moins que la 4G. C'est ça le challenge. Et c'est ça qu'on est en train de préparer. Après, ça n'est pas simple. Ça ne se fera pas du jour au lendemain.
On va le faire dans la durée et tout. On travaille depuis 5 ans sur ce sujet-là. Moi, je voudrais juste vous dire que moi, j'ai une fierté, c'est que Orange est le seul opérateur en Europe à avoir une double certification 14001 et 50001 sur sa maîtrise environnementale. Aucun autre opérateur dans le monde ne l'a. C'est pas une fierté, c'est juste que ça nous oblige et ça encourage mes équipes à se challenger tous les jours pour faire différemment leur métier. Après, le débat de la 5G, ce que je vais vous dire va vous paraître étonnant. Pour moi, on ne peut pas déployer la 5G tant qu'on n'a pas eu ce débat national qui fait que la 5G est perçue comme un progrès. Oui, parce que s'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est toute la question qu'on a tous aujourd'hui suite à cette crise Covid. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout à fait. Et c'est ça qui est challengé. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on recevait beaucoup de messages de Orange pendant le confinement nous disant qu'il fallait qu'on consomme moins. Et puis en même temps, quand on lit le rapport de Carbone 4 qui dit que si tous les consommateurs évoluent, ce sera que 25% du chemin qui sera fait, mais que c'est du coup aux politiques et à l'entreprise de changer ses méthodes de production. Claire Vézan, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, chez Engie? Est-ce que vous arrivez à faire ce tournant réellement face à vos actionnaires de la transition? Il faut rallumer le micro de Claire, s'il vous plaît. Soyez là, ça y est, ça C'est bon. Oui, nous, on parlait de raison d'être, et je vais venir à la méthanisation, hein, mais on parlait de raison d'être. Une chose que nous avons faite, Orange aussi d'ailleurs, c'est faire approuver une raison d'être dans les statuts, c'est-à-dire que ça a été voté par l'Assemblée générale, par les actionnaires d'Engie, et cette raison d'être, elle dit quoi? Et on est vraiment au cœur du débat, hein. Elle dit que la raison d'être d'Engie, c'est de concilier la performance économique avec un impact positif sur les personnes et sur la planète. On est au cœur de la problématique et je rejoins ce que disait Émeric, ce n'est pas forcément facile pour toutes les entreprises et les grandes entreprises ont un devoir d'exemplarité, c'est aussi ce que disait Fabienne. Une grande entreprise, ça, en particulier quand on est dans un secteur comme les télécoms, comme l'énergie, on en parlait avec Fabienne, qui sont des secteurs dont l'existence n'est pas menacée par la crise actuelle. Et ça n'est pas le cas de l'ensemble de l'économie. On a cette chance relative, on est une grande entreprise, Engie. Nous avons une responsabilité particulière d'exemplarité pour montrer, et nos actionnaires nous le demandent, et c'est désormais inscrit dans les statuts de l'entreprise, qu'on peut concilier performance économique et impact positif sur les personnes et sur la planète. Ça se fait de plusieurs manières. Et chacun des morceaux est important. Et cette crise du Covid, quelque part, elle nous a permis aussi de montrer qui nous étions. Quand nous avons pris la décision d'étendre la protection sociale à l'ensemble des salariés du groupe, c'était une manière de montrer que nous étions une entreprise responsable. Ce n'était pas le cas partout dans le monde. On s'est dit, dans une crise sanitaire, c'est l'urgence, et on l'a fait. Quand nous avons divisé par 2 nos émissions en 4 ans, et nous allons les diviser à nouveau par 2 d'ici 2030, pareil, j'en profite d'ailleurs pour dire que nous sommes certifiés SBT 2 degrés. Nous avons été la première entreprise énergétique à nous faire certifier. Alors, ça ne veut pas dire que tous les choix sont simples, et je reviens à ce qui était dit. Je pense que quand on regarde l'ensemble des énergies renouvelables, à vrai dire, et je parle sous le contrôle de Madame la Ministre qui vit ces sujets au quotidien, l'ensemble des énergies renouvelables pose des questions auxquelles il faut répondre. Aujourd'hui, la méthanisation, c'est d'abord de la réutilisation de déchets agricoles. Il faut s'en assurer, effectivement, sinon ça pose la question. Il faut fixer des limites, hein, sinon ça pose la question, effectivement, de l'utilisation des terres. La France là-dessus est vigilante. Quand vous installez une nouvelle éolienne, ça suscite des débats locaux. On peut le regretter, on est les premiers, nous, en tant que développeurs d'éoliennes, à le regretter, mais c'est une réalité, il faut en tenir compte, il faut dialoguer avec les populations, il faut voir ce qui est acceptable. C'est vrai onshore, c'est vrai offshore également, le photovoltaïque également. Donc, il n'y a pas de magie, hein. Les choix sont difficiles pour les entreprises, pour les gouvernements aussi, mais il va falloir collectivement que nous réussissions à faire des choix qui permettent un développement plus rapide des ENR. Ça doit faire partie des priorités, y compris du plan de relance. C'est nécessaire pour réussir la transition énergétique. Et j'ajoute que quand on parle d'ENR, il y a bien sûr l'éolien, il y a bien sûr le photovoltaïque, il y a le biométhane, on en a parlé, et puis il y a un autre gaz vert qui est très prometteur et sur lequel nous investissons beaucoup, qui est l'hydrogène vert, et qui est aussi une solution d'avenir qui peut avoir beaucoup de mérites écologiques, qui est stockable, qui est transportable et qui n'est pas intermittent. Merci beaucoup. Gaël Giraud,
vous avez parlé du coup de réindustrialisation verte, les entreprises parlent de faire leur tournant, on parle beaucoup de relocaliser. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est réellement possible, compte tenu de la mondialisation actuelle, compte tenu des traités, compte tenu des accords qu'on a avec les pays? Est-ce que c'est possible aujourd'hui vraiment de relocaliser nos outils de production? Ça ne nous met pas en risque? Et comment on fait? Alors la réponse est oui, mais juste avant de répondre à cette question, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit, Férico. Bien sûr. Madame la ministre a dit quelque chose de très important, qui est que les banques aussi doivent apporter leur soutien et leur contribution à la transition. Et c'est bien que vous le soulignez, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc Oxfam a montré il y a 2 ans dans un rapport que pour 10 € de financement par le secteur bancaire français de l'énergie, il y a 7 € pour les hydrocarbures fossiles. Donc il y a un vrai enjeu que la transition écologique soit aussi sur l'agenda de nos secteurs bancaires, parce que si elle ne l'est pas, et elle ne l'est pas aujourd'hui, nos entreprises pourront faire ce qu'elles voudront. Si elles ont des banques par ailleurs qui ne prêtent pas pour la transition, elles ne pourront pas travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Claire Vézan, vous m'avez attribué le fait que j'ai dit la croissance et la transition, c'est compatible. Je n'ai pas dit ça. On va rentrer certainement dans les mois qui viennent dans un débat sur, d'un côté, une écologie humaniste qui veut de la croissance du PIB et qui croit en la croissance verte versus une écologie, disons, pas humaniste qui est décroissantiste. Je pense que ce débat est un faux débat, au sens où le PIB, de toutes les manières, est un très mauvais indicateur macroéconomique. C'est le meilleur, en fait, proxy de nos émissions de CO2. C'est justement par ça qu'on va faire augmenter. Par exemple, la révolution des technologies de l'information au début du siècle n'est pas apparue dans les statistiques du PIB. Donc le PIB est aveugle à un certain nombre de révolutions civilisationnelles qui nous concernent. On est capable aujourd'hui aussi, depuis 30 ans maintenant, de faire augmenter le PIB sans faire croître l'emploi. Donc il n'y a plus de corrélation augmentation du PIB, augmentation de l'emploi. Donc moi je dirais notre vrai sujet macroéconomique aujourd'hui, c'est de recréer des emplois qui ne soient pas des bullshit jobs qui étaient ceux du monde d'hier, des emplois qui aient du sens et qui nous emmènent vers la transition écologique. C'est ça le vrai sujet. Donc, est-ce que ceci va faire augmenter le PIB? J'en sais rien. Et d'une certaine manière, je crois que ce n'est plus notre enjeu national aujourd'hui. D'autant que, ça me fait une toute petite transition avec l'impact factor dont vous avez parlé, Eva. Je suis très favorable à cette proposition. Je crois qu'il faudrait même aller un cran plus loin et dire que c'est la comptabilité de l'entreprise elle-même qui doit être réécrite de manière à inscrire dans les chiffres qui servent de pilotage à l'entreprise, à toutes les entreprises, par exemple la dette écologique des entreprises. Donc vous avez des comptables français qui ont travaillé là-dessus, Alexandre Rambaud et Jacques Richard, il faut aller plus loin. Et pour ça, on a besoin de l'État, parce que c'est l'État qui peut aider à réformer la comptabilité. Si vous transformez la comptabilité de l'entreprise de manière qu'on tienne compte dans le cœur du business model de l'entreprise, de son impact sur la biodiversité et sur les émissions de CO2, alors il faut aussi réviser la comptabilité nationale, puisque le PIB, par exemple, c'est la somme des valeurs ajoutées créées notamment par les entreprises. Donc il y a une articulation entre la compta d'entreprise et le PIB. Vous voyez, donc je vous encourage, mais je vous encourage aussi à aller beaucoup plus loin, et pour aller beaucoup plus loin, ça passe forcément par une collaboration avec l'État. Alors, j'en viens maintenant à la question, pardon. Oui, la réindustrialisation, c'est possible et c'est indispensable pour toute une série de raisons. La première, c'est qu'une bonne partie des bienfaits apparents de la globalisation marchande et donc de la délocalisation d'un certain nombre de nos entreprises, ces bienfaits sont largement illusoires. Pourquoi? Parce que la réduction du coût de la main-d'œuvre obtenue grâce à la délocalisation de nos entreprises à l'étranger, en particulier en Asie, n'a pas été intégralement reportée dans le prix de consommation pour les ménages français. Entre les deux, il y a toute une série d'intermédiaires qui ont empoché la différence. Donc il y a des marges colossales d'intermédiaires qui ont prospéré grâce à la globalisation et dont le consommateur français n'a pas bénéficié. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a une réduction du prix à la consommation grâce à la délocalisation. Il y a juste un ralentissement de l'augmentation du coût de la vie pour un certain nombre de ménages français. Donc aujourd'hui, relocaliser ne veut pas dire nécessairement augmenter le coût de la vie pour les Français, d'autant que ça crée des emplois, c'est ça l'enjeu crucial. Surtout dans un contexte de déflation où la question, ce n'est pas simplement de revitaliser l'offre, mais c'est aussi de regarnir les carnets d'ordre de nos entreprises grâce à une demande solvable, ce qui est possible grâce à de l'emploi. Donc il y a un bouclage macroéconomique à mettre en œuvre grâce à la relocalisation. Pour faire ça, comme le temps avance, et je sais que c'est votre question fondamentale, je crois qu'on ne peut pas se passer de l'intervention de l'État. Le plan de relance, Madame la Ministre, il est pas mal, mais c'est juste 100 milliards, et dans ces 100 milliards, il y a les 40 milliards qui viennent de l'Union européenne. En fait, ce n'est pas additionnel. Donc il n'y a plus que 60 milliards qui viennent de l'argent français, sur lesquels il faudra qu'on regarde ce qui va vraiment être de l'argent neuf, de la new money, et ce qui va venir simplement du fait qu'on aura déshabillé Paul pour habiller Pierre. Et ça, on ne le saura que lorsqu'on aura vu le PLF de cette année. Donc je vous encourage à faire pression sur Bercy et sur l'ensemble de vos collègues ministres pour qu'on ait un plan de relance beaucoup plus courageux. En France, l'État dépense 7 fois moins que l'État allemand pour financer le plan de relance en Europe.
hein. Le plan de relance allemand est 7 fois plus ambitieux, toute proportion gardée, même en tenant compte du fait que le PIB allemand, c'est 1,5 fois le PIB français. Le plan de relance allemand est 7 fois plus ambitieux que le plan de relance français. Donc je crois que on est d'une certaine manière, vous avez fort à faire, parce que vous êtes dans un gouvernement qui ne croit pas vraiment en fait à la relance, à mon avis, qui est en train de faire de l'austérité budgétaire sans le dire, tout en maquillant ceci avec, disons, une rhétorique du plan de relance. Vous y croyez, je le sais, mais je ne suis pas sûr que tous vos collègues y croient. Donc on est tous là, à mon avis, pour vous encourager. Et pour dire, ça me paraît fondamental que l'État français aujourd'hui prenne ses responsabilités, favorise la réécriture de la comptabilité des entreprises, pour qu'au cœur du business des entreprises, on ait la prise en compte en fait, de l'impact de nos activités sur la biodiversité et le climat, et rendre possible et favorise la relocalisation. Alors, il y a toute une série de chantiers sur lesquels il n'y a pas de sujet de relocalisation. La mobilité verte en France, donc un vrai plan de réhabilitation du ferroviaire en France, ce n'est pas la relocalisation. La rénovation énergétique des bâtiments en France, ce n'est pas la relocalisation. Tout ça, c'est des sujets qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant, qui créent énormément d'emplois. Ne fût-ce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est entre 500 000 et 1 million d'emplois dans les 2-3 années qui viennent, simplement sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne pour les bâtiments privés. Donc ça, on peut le faire dès maintenant, et ce n'est pas un sujet de concurrence internationale. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Émeric, une rapide réaction à ça. Ensuite, on va faire monter Léa pour les questions de la salle. Et du coup, Madame la Ministre, vous pourrez conclure après cela. Parce que là, vous avez eu de la matière. Ça vous permet de réfléchir un peu. Merci. Je voulais juste m'associer pleinement aux propos de Gaël sur le bilan carbone, en quelque sorte. C'est ça qu'on impose, quelque part, le bilan carbone. C'est possible, ça, pour les PME ? Mais non seulement c'est possible, mais nous allons prendre l'engagement, nous souhaitons prendre l'engagement au CJD, que ce soit un prérequis pour pouvoir adhérer au Centre des jeunes dirigeants, que la première chose à faire soit celle d'avoir un bilan carbone qui nous permette de faire un état des lieux sur ces impacts et après de pouvoir agir directement. Et je voulais pleinement aussi profiter de ça pour aller un peu plus loin aussi sur le capital humain en quelque sorte. C'est-à-dire que nos entreprises sont composées d'hommes avec un grand H encore une fois, et nous devrions pouvoir formaliser ça et le valoriser dans le bilan de nos entreprises qui ont un impact évidemment très fort sur la capacité d'épanouissement des hommes et des femmes qui les composent. Femmes et des hommes, merci beaucoup. Léa, je t'invite à monter sur scène pour nous dire les réactions un peu de l'audience. Donc il y a eu beaucoup de questions. Merci à tous pour vos échanges. On va afficher du coup les questions principales. On a beaucoup parlé de fin du monde, mais peut-être pas beaucoup de fin de mois. Donc l'idée c'était de pouvoir vous interpeller sur comment on accompagne les publics fragiles à s'emparer de ces questions dans des conditions qui sont accessibles pour justement pouvoir concilier fin du monde, fin de mois ensemble. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se sent est inspiré par cette question. Peut-être M. Gaël Giraud, Madame la Ministre. C'est un sujet un peu macro, mais... Oui, la question des publics fragiles, en fait, on la trouve à plusieurs niveaux. D'abord, tout à l'heure, on parlait du numérique. Aujourd'hui, pour moi, une des questions fondamentales, et presque avant la 5G, c'est de réduire la fracture numérique, puisque on a de plus en plus besoin de cet outil, quoi qu'on en pense. Et pour moi, ça peut être un vrai outil de progrès social, mais à partir du moment où il est partagé. Donc pour moi, la priorité, en tout cas pour les pouvoirs publics, ça doit être ça. Ça doit être de faire en sorte qu'on résorbe cette fracture numérique. Parce que, je ne veux pas qu'on retourne à un confinement, mais si jamais on devait y retourner, je peux vous dire que ce serait la première base. Les publics fragiles, c'est aussi les jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'avoir parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est quand même ceux qui vont se retrouver, je parle sous le contrôle d'un économiste, mais qui sont aujourd'hui dans une situation les plus compliquées. Parce que, y compris pendant le confinement, pendant la crise, ce sont leurs aînés qui ont eu droit au chômage partiel, qui ont eu, etc., etc. Mais tous ceux qui aujourd'hui doivent rentrer dans le monde du travail sont les plus impactés par la crise que nous vivons. Et donc, il va y avoir des mesures dans le plan de relance pour ça, pour que les entreprises puissent prendre des jeunes, pour qu'on favorise l'apprentissage, pour qu'on retravaille sur les formations. Je reste volontairement très floue parce que ce n'est pas à moi de faire les annonces là-dessus, mais la question de la jeunesse, qui est un public fragile en ce moment économiquement, va être complètement prise en charge.
Après, moi, j'ai un sujet handicap sur lequel il y a aussi... Pareil, sur le handicap, c'est un peu comme sur l'écologie, c'est-à-dire qu'il y a une conscience du sujet, qu'on avance, mais qu'il y a un cap à passer. Après, si je veux répondre aux autres questions, je finis tout, mais vous m'avez dit que je concluais, donc je vais peut-être me garder un petit peu. Oui, tout pour à après. fait. Ouais. Juste peut-être Claire Vaison, parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on adresse sur la question énergétique. L'énergie verte, c'est pas pour tout le monde. Oui, alors l'énergie verte, fin du monde, fin de mois, effectivement, un des sujets, mais je reviendrai aussi sur le sujet de l'emploi parce qu'il est important. Un des sujets fin du monde, fin de mois, c'est que l'énergie verte, ça coûte plus cher. Et c'est vrai, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Alors, certaines technologies coûtent plus cher. D'abord, première chose, on a vu quand même les prix relatifs des énergies vertes qui ont bougé énormément dans le temps. Quand vous regardez le prix du photovoltaïque, le prix de l'éolien, les prix se sont effondrés en 10 ans. Donc, première chose, l'innovation, y compris dans l'énergie verte, ça permet quand même de beaucoup réduire le coût. Le chemin est encore à faire pour le biométhane en partie et pour l'hydrogène vert, clairement. Donc, ça coûte cher, ça peut coûter plus cher, c'est vrai, mais en encourageant le développement de ces technologies, on réussit à faire baisser leurs coûts. Il reste qu'une manière de réconcilier le budget des ménages qui est contraint avec de l'énergie qui est plus verte, c'est la moindre consommation d'énergie. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Il faut consommer moins d'énergie. Consommer moins d'énergie, c'est quelque chose, ça peut paraître paradoxal pour un groupe comme Engie. Je vois que quelqu'un dit, on voit que les grands groupes ne vont pas être moteurs dans le changement. Un grand groupe comme Engie, on encourage nos consommateurs à consommer moins. Nous avons un programme, ça peut paraître paradoxal, nous leur vendons du gaz et de l'électricité, et pourtant, nous avons un programme pour les consommateurs, qui est un programme incitatif pour suivre leur consommation, les aider à réduire leur consommation, avec un certain nombre de nudges qui sont associés à la réduction de la consommation. Donc, et on peut vivre aussi bien. Donc on n'est pas en train de parler effectivement d'un retour à des conditions de vie dont personne ne veut. On peut consommer moins et c'est une manière de réconcilier fin du monde et fin de mois. Et je voulais dire un mot sur l'emploi pour dire que là aussi, on est tous d'accord, une crise comme celle-là, elle peut être redoutable pour la jeunesse. Et je crois que là-dessus, moi je suis économiste de formation, pas sociologue, les économistes sont tous d'accord sur le fait que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose de massif pour eux, toute leur vie, ils vont être pénalisés par le fait d'être arrivés sur le marché du travail au mauvais moment économique. D'accord ? Donc là encore, une grande entreprise, ça a une responsabilité particulière. Nous, chez Engie, on a un objectif d'apprentis en France qui est à 10% en 2021. La norme légale, c'est 5%. D'accord ? Cette année, on sera à 9, l'an pour cent à 10. On a maintenu notre programme de recrutement d'apprentis, on a maintenu notre part des jeunes dans le recrutement tout court, avec cette attention particulière. Si les grands groupes comme nous, qui traversons la crise de manière, j'allais dire, relativement sereine, nous ne faisons pas cet effort de recrutement particulier des apprentis, des jeunes, d'autres ne le feront pas. Donc je crois que la responsabilité sociale, elle passe aussi par ce comportement responsable d'embauche dans un moment comme celui-là. Pour éviter les bad buzz, juste Gaël Giraud a bien contredit qu'il n'avait pas dit qu'il voulait concilier croissance et transition. C'est important, s'il vous plaît, pour la personne qui a mis la question. Il a contredit ça. Si je puis me permettre, je voudrais revenir sur 2 points, effectivement, sur la rupture et le risque d'exclusion numérique dont vous avez parlé, qui est un sujet très important, mais dont il faut qu'on ait bien tous conscience qu'il est sur 3 leviers. Il y a les réseaux, mais au final, les réseaux ne touchent pas tant que ça, c'est à peu près 6% de la population. Les vrais 2 risques de rupture sur le numérique, il est sur la capacité d'équipement. Et donc là, sur par contre la capacité financière de s'équiper. Et il faut absolument, effectivement, qu'on travaille en ce sens. Nous, on a commencé, on l'a fait avec notamment des think tanks qui nous ont aidés à trouver des offres, et il faut continuer. Et puis la 3e rupture, et là, c'est un travail qui doit se faire entre les entreprises, le privé et le public. C'est 20% de la population française qui est en difficulté sur le numérique. C'est quand même 13 millions de Français qui sont en difficulté avec une forme d'analphabétisme numérique. Et ça, il faut qu'on le travaille. Nous, on met en place, mais pas tout seul, parce que globalement, et c'est là-dessus que je voudrais revenir et sur ce que disait Claire, il ne faut pas opposer grandes entreprises, petites entreprises. Il ne faut pas opposer public et privé. On est dans une situation de crise inédite. Si on ne mobilise pas toutes les énergies, avec les forces et les faiblesses de chacune des énergies, bien sûr, les grands groupes ont une difficulté d'agilité. Bien sûr qu'ils ont des business models qui sont plus compliqués à faire bouger, ils sont plus compliqués à transformer. Mais moi, j'ai une conviction,
c'est que c'est aussi par les grands groupes que se transformera la société française. Parce que les grands groupes, ils ont des centaines de milliers de salariés. Ils ont la capacité, comme nous, d'intégrer 5 000 cette rentrée, alternant 2 000 de plus que ce qu'on avait prévu de faire, parce qu'il y a une crise économique. Donc j'ai juste un propos, j'entends ce que vous dites. Vous avez le sentiment que les grands groupes ne bougent pas. Si, ils bougent peut-être pas assez vite, ça je suis d'accord, mais ne les opposons pas et ne nous opposons pas. Nous n'avons pas les moyens, dans cette crise économique actuelle, de ne pas focuser, concentrer, mobiliser, tous ensemble, une direction. C'est l'écosystème qui fera bouger la société française. Ce n'est pas une entreprise A versus B, ce n'est pas le public versus le privé, c'est l'écosystème, c'est toutes les parties prenantes. Et si on en oublie une, ça ne marchera pas. Ça, c'est vraiment la conviction que j'ai. Réconciliation de la salle et des grands groupes. Merci beaucoup. On va réafficher les questions pour une dernière question avant de passer au vote sur les propositions. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir à nouveau sur la question, est-ce qu'on parle de concilier croissance et transition ou décroissance? Je pense que c'est un débat qui est aujourd'hui assez important dans la société. Oui, moi je veux bien. Non mais alors, sur croissance et décroissance, en fait le truc c'est que, et ça je rejoins complètement Gaël Giraud, il faut qu'on a la croissance, ça veut dire la croissance du PIB. Or, la croissance du PIB n'est pas caractéristique de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut obtenir. Donc, il faut qu'on arrête. Il y a eu des lois déjà qui sont passées. C'est pour ça qu'on peut pas. Il n'y a pas que les lois, il n'y a pas que l'État. Il y a déjà des lois qui sont passées sur trouver d'autres indicateurs, qui soient des indicateurs qui soient plus adaptés à ce qu'on veut, qui sont des indicateurs de bien-être, qui sont des indicateurs d'éducation, qui sont des indicateurs sur justement les écarts entre des hommes et des femmes, etc. etc. Vous avez plein d'indicateurs possibles. Donc, il faut lâcher cette affaire de croissance-décroissance. Moi, je veux qu'il y ait une croissance des services, je veux qu'il y ait une croissance justement de l'industrie du bâtiment. Alors, attention, tiens, juste un point de détail, mais pas tant que ça. Arrêtons de parler de transition énergétique, parlons bien de transition écologique. Et quand par exemple, sur le bâtiment, pourquoi je dis ça? Un exemple très concret. La rénovation thermique des bâtiments. Moi, je veux qu'on dise rénovation écologique, parce que si on fait de la rénovation thermique des bâtiments, ils vont gagner en efficacité énergétique, ils vont baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, très bien. Mais on peut faire ça avec des matériaux pourris. On peut faire ça avec... alors, je sais qu'on va me râler dessus en disant que toute la laine de verre n'est pas pourrie et qu'il y a des trucs très bien dans la laine de verre, mais on peut faire ça à la laine de verre massive. Mais on peut aussi faire ça en se disant, tiens, on va développer des filières locales, genre le lin, le chanvre, qui nous permettent d'avoir de nouveaux matériaux, qui sont des matériaux meilleurs, très efficaces énergétiquement, et qui permettent de développer des filières françaises. Et bien voilà, ça c'est de la rénovation écologique, c'est de la transition écologique. Et donc, pas juste penser efficacité basique, il faut vraiment penser process dans son ensemble. Sur la comptabilité, sur les termes que vous avez dit. Nous, au niveau du budget, par exemple, on est en train de mettre en place cette année le budget vert. Alors, c'est pas parfait. On va pas avoir résolu tous nos problèmes d'investissement gris, noir, etc. Mais on va mettre en place dans le budget une analyse de tout le budget pour vérifier ce qui sert bien, ce qui va dans le bon sens, et pour identifier les quelques points sur lesquels on n'est pas encore bon. Et donc, comme ça nous permet d'avancer. Sur les entreprises, il faut qu'on réussisse à faire la même chose. La question de la notation extra-financière est intéressante là-dessus. Et donc, ce genre d'impact score peuvent permettre d'aider à ça. Et enfin, j'insiste lourdement, l'État doit jouer son rôle, doit cadrer, et je vous le dis notamment sur l'éco-conditionnalité, il faut qu'on cadre mieux, il faut qu'on réussisse à accompagner mieux. On doit accompagner dans les investissements en focusant sur les investissements qui sont utiles pour la transition écologique et qui prennent en compte des critères, parce qu'on a aussi la question de travailleurs détachés. Là, nous, si on veut aller vite, le bâtiment, ils vont nous dire bah ouais, mais on a besoin de travailleurs détachés. Donc on va aussi avoir ces questions-là. Mais l'État ne fera pas tout s'il n'y a pas, et là je suis d'accord avec vous, un écosystème global. Un exemple anecdotique, mais qui m'a beaucoup énervée quand je suis revenue de vacances cet été, un exemple anecdotique, on a voté dans la loi sur l'économie circulaire, qui est une loi très intéressante, dans laquelle il y a plein de choses sur justement revoir nos process, pour regarder les analyses de cycle de vie de ce qu'on fait, pour éviter le gaspillage, pour recycler, etc. On a mis aussi des choses sur l'eau.
sur le fait d'arrêter d'avoir des bouteilles en plastique partout, très bien, ici, et de dire, à partir, alors j'ai plus la date en tête, mais à partir de dans quelques temps, tous les établissements recevant du public vont devoir mettre à disposition une fontaine d'eau pour tout le monde. Aujourd'hui, la population avance, on a des gourdes partout, c'est bien, etc. On arrive dans des stations essence, et plusieurs et de marques différentes. On arrive dans des stations essence, on a des bouteilles en plastique partout, bon ça, il y en a encore en vente. On se dit, c'est pas grave, moi je vais aller remplir ma gourde, je vais aller aux toilettes. Eh bien, on va aux toilettes, on n'a que de l'eau chaude. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on soit obligé. Alors, la loi a prévu que ça change, ça ne va pas arriver tout de suite. Ben, si les entreprises attendent que la loi fasse tout et qu'elles ne fassent pas elles-mêmes ce minimum d'efforts, on a aussi ce problème. Donc à un moment, tout le monde doit s'y mettre et il ne faut pas attendre que maman État fasse tout, que papa État fasse tout. Il faut vraiment qu'on le fasse tous ensemble. Et moi, je suis pour le name and shame sur ce genre de choses. Et si l'impact score peut permettre de le faire, eh ben, ce sera très bien parce que la réglementation et l'argent ne peuvent pas tout faire. C'est une excellente transition parce que... Merci beaucoup. On va donc passer au vote sur l'impact score. Donc, comme vous l'a expliqué Eva, 4 propositions étaient à l'ordre du jour de cette table ronde. Elles vont vous être présentées à nouveau et vous pouvez aller sur Klaxoon pour voter pour, selon vous, quelle est la proposition à faire valoir en priorité dans le plan de relance. Ça va nous aider à les prioriser. Donc, doter un fonds d'investissement pour dédier à la transition sociale et écologique, intégrer des critères d'impact social et écologique dans l'attribution du plan de relance et dans les marchés publics, instaurer un bonus-malus social et écologique assis sur des critères transparents et aussi faire de l'impact score un indicateur transparent à l'image du Nutri-Score. Pendant que vous votez, on va accueillir Younes Bourimesh de BSD Group qui va 3 minutes chrono pour nous partager son point de vue sur ce qu'il vient d'entendre et la question fin de mois, fin du monde. Merci Younes. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous ai écouté attentivement pendant cette belle heure. Je me suis permis de prendre des notes. Moi, je me présente en 1 seconde. Je suis entrepreneur social. J'aime pas trop ce mot, je suis entrepreneur dans les quartiers. J'ai développé toutes mes activités dans les quartiers depuis presque 20 ans. Et la particularité que j'ai, c'est que j'ai pris ma famille, mes copains d'enfance avec qui j'ai grandi et on a monté toutes ces entreprises. Je vais me permettre de faire un peu, pas le juge, mais un peu, j'ai noté quelques petits mots. Donc je vais commencer par vous, monsieur, sur la fin du monde, fin du mois. Vous avez parlé d'industrialisation locale, de réindustrialiser la France. C'est marrant, mais quand le virus est arrivé avec une association Banlieue Santé, on a distribué beaucoup de cartons alimentaires dans les quartiers. Et je me suis retrouvé un jour avec une patronne du 440 où je lui ai posé la question, l'industrialisation de la France, comment on peut faire? Parce qu'on était en manque de masques, on était en manque de plein de choses. C'était la pire période, on va dire. Et elle m'a dit que c'était impossible. Et ça m'a vachement remis en question pendant longtemps où je me suis dit, j'ai fait mes calculs, je dis, ouais, c'est quand même compliqué parce que l'industrie est partie. C'est vrai qu'on aimerait qu'elle revienne chez nous, mais il faut nous aider, vous au gouvernement, à essayer de refaire revenir tout ça. Comment? Par exemple, dans nos quartiers à nous, même pas que dans nos quartiers, on a presque 35% de chômeurs. Je ne parle même pas de ce qui va arriver après la rentrée, où il n'y a plus de tourisme. On a vu les chiffres hier. Ça fait extrêmement très peur. Moi, j'ai un tas de CV au bureau où tous les corps de métier que je fais, j'ai au moins plus de 30 CV dans mon bureau. Donc, cette phrase m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 10 ans, à force de se manger les embouteillages, quand j'ai démarré, j'ai craqué. Et j'ai dit à mes copains, on arrête de travailler dans toutes les Île-de-France, on travaille qu'en Seine-Saint-Denis. Et grâce à ça, est arrivée l'écologie. Il fallait construire en bois, c'était la mode, tout le monde voulait des terrasses vertes. On y va. Ça m'a fait économiser de l'essence. Mes salariés sont tous locaux, issus de la Seine-Saint-Denis. Donc s'il y en a un qui ne se réveille pas, je peux aller toquer chez lui pour le réveiller. Et ainsi de suite, ça permet, on ne se rend pas compte, mais travailler localement, avec les produits locaux, avec les industries locales, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Et ça, souvent, on l'oublie. Mais ça m'a mis 4 ou 5 ans avant que ça commence à être rentable. C'était dur au début, à cause du matériel et tout ça. Je continue. Fin du monde, fin du mois. Moi, personnellement, ce qui me choque le plus, c'est pas fin du monde, hein, c'est fin du mois. Et je vais même dire plus dans le quartier, c'est fin de la journée. C'est pire. Parce qu'il y en a, comme l'économie s'arrête, ils ont beaucoup de travail éphémère, que ce soit taxi, comme je vous ai dit, le tourisme, les locations de voitures,
plein de prestations les femmes de ménage, qui travaillent beaucoup dans les bureaux, qui aujourd'hui tout le monde travaille chez soi. Il y a beaucoup de choses qui font très peur. Donc faire du local, je suis à 100%. NJ, vous n'avez pas attendu le virus pour faire du 30% de plus, vous avez dit, un peu plus d'écologie. Ça, Madame la ministre, vous voulez qu'on dise écologie, c'est ça? Vous ne voulez pas qu'on dise autre chose? Donc, c'est normal. C'est vrai qu'on n'a pas attendu la crise pour ça. Mais j'ai assisté et participé avec mon petit niveau à la COP21 à l'époque au Bourget. J'ai pu voir tout ce qui s'engrainait derrière, tout l'enthousiasme, et bam, on s'est mangé une baffe. On s'est calmé tout de suite parce que les Américains n'étaient pas d'accord. Et puis bon, il fallait renégocier. Mais voilà, 30%, 70% il reste, il faut continuer. Et puis de toute façon, l'avenir, c'est ça, c'est le recyclage et c'est faire travailler nos matériaux. La patronne d'Orange, j'ai aimé votre discours sur les salariés, sur le côté humble d'Orange, de faire en sorte d'avoir 2 qualifications, ISO 14001, que je connais aussi, et d'autres ISO ou une autre certification. Vous êtes aujourd'hui... Younes, il va falloir conclure après. Ouais, Le chrono est fini. T'inquiète, je vais te faire du Michael Jackson. Bon, en tout cas, bravo. Et on est fiers de Orange parce que c'est une entreprise française. Et je sais qu'elle parle dans tout le monde. Et embaucher localement et promouvoir l'interne, ça serait super. Je vais aller vite. Madame la ministre, j'ai bien aimé la claque. Vous avez dit on s'est mangé une claque. Mais en vérité, on se mange des claques tout le temps. Parce que ça fait 19 ans que je fais de l'économie, du business. Et tous les 6 mois, 1 an, il y a une crise. Donc en vérité, on est rodé un petit peu. Mais celle-là, elle fait mal. Mais on va essayer de ressortir. Je vais aller vite. Merci beaucoup. On va devoir conclure. Je suis désolée, Younes, de vous couper. Tu peux pas. J'ai pas attendu 1 heure pour que... Une phrase. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous avez dit. Vous avez taclé un peu les gens, c'était bien. Ça a fait applaudir la salle. C'est là que ça a réveillé un peu la salle. Continuez comme ça, j'ai rien à dire. En tout cas, merci à vous. Et j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Younes. Et du coup, on va accueillir Merci beaucoup. Du coup, les résultats du vote du public qu'on va découvrir ensemble à l'écran à l'instant. Et donc, c'est intégrer des critères d'impact social et écologique dans l'attribution du plan de relance et des marchés publics qui remporte l'adhésion la plus grande. Barbara, est-ce que vous voulez nous donner un commentaire sur ce résultat? Peut-être du coup... Vous le prenez en photo, on adore. Ça veut dire que ça va être intégré, ça veut dire que ça va être pris en compte. Du coup, Madame la Ministre, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à soutenir l'éco-conditionnalité ou à minima la transparence sur les critères d'impact? Oui, évidemment, c'est tout. Je vais pas faire des longs discours. On a besoin de le faire. Et je l'ai déjà dit, moi, c'était quelque chose que je soutenais avant même d'être ministre. Et on va le faire au niveau du gouvernement. La question, c'est d'être efficace. Parce que moi, les mots, j'ai compris, on peut voter plein de trucs, si on n'est pas efficace, on n'y arrivera pas. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des bons critères, trouver des bonnes méthodologies et le faire vite. Parce que l'éco-conditionnalité, c'est quelque chose qui va se vérifier aussi dans le temps. Parce qu'il y a des engagements qui sont pris, mais les engagements, c'est bien gentil, on peut tous la main sur le cœur dire qu'on va changer le monde. Après, la question, c'est est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on le fait? Donc il y a l'engagement de départ et ensuite il y a le suivi. Et donc c'est ça, moi, qui manque aujourd'hui et qu'il faut qu'on réussisse. Par contre, il y a un autre sujet, parce qu'il y a 2 trucs mélangés là-dedans. Il y a aussi les marchés et comment on le fait là dans la relance tout de suite, c'est-à-dire là dans les 6 mois qui viennent. Et donc dans les 6 mois qui viennent, c'est un point, et je sais qu'Elisabeth Borne qui travaille sur ça était très attentive sur le fait justement qu'il y ait des critères pour intégrer les jeunes, pour intégrer des gens qui sont en formation, pour intégrer... Enfin, toutes ces questions-là sont des questions auxquelles on réfléchit et on essaye de voir comment on peut faire vite pour que le plan de relance ne passe pas à côté de cet impératif-là. Et je peux vous dire qu'il y a des lois, etc. Les marchés publics, on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est facile à dire, mais encore une fois, l'important, c'est de le faire. Et on va y arriver. Si on de la parole à l'impact, c'était le thème de ces universités d'été. Merci Madame la Ministre, merci à tous. Un grand merci pour votre participation à cette table ronde. On va applaudir nos intervenants.